et bonjour, petite fougère de YouTube, on se retrouve pour une nouvelle VOD de lecture. Nous sommes toujours sur En toute puissance de V6. D'ailleurs, ça me fait penser que je vous rappelle que vous avez une commande dans le chat qui est HS pour hacking social. Et ça vous donne la chaîne YouTube et ça vous donne le blog sur lequel vous avez notamment En toute puissance que nous sommes en train de lire. Je vous le rappelle, comme en chaque début de VOD, vous pouvez évidemment faire des commentaires, que ce soit les commentaires sur YouTube ou vous là dans le chat maintenant tout de suite. Vous pouvez échanger, vous pouvez rajouter des choses qui vous parlent, vous pouvez évoquer par exemple un élément de votre vie qui fait écho à ce qu'on est en train de lire, vous pouvez poser des questions, vous pouvez bref être là quoi, puisque tout l'intérêt de la lecture c'est quand même que justement il y ait ces échanges qui se font. On est là non pas pour juste faire une lecture, sinon je le ferai hors stream et compagnie et je me contenterai de lire sans plus. On est là pour faire de la lecture commentée, pour apprendre, échanger sur ce qu'on lit. Donc n'hésitez pas, c'est fait pour. Le cas des réparations impossibles. Dans les affaires de meurtre, de violences graves, menant par exemple à des pathologies, des handicaps de la victime, la réparation est de fait impossible puisque ce qui a été détruit est irremplaçable. Il ne reste donc que la réparation symbolique à disposition. Là encore, le besoin des victimes prévaut. Une démarche de justice restauratrice peut déjà leur permettre d'avoir des informations dont ils ont besoin. On verra juste après une affaire de meurtre, où malgré l'absence des processus de justice réparatrice à disposition, les parents de l'enfant tué ont eux-mêmes demandé à échanger avec le meurtrier afin de comprendre ce qui s'était passé et de pouvoir se reconstruire. Les règles et les limites. Le processus de justice restauratrice ne doit pas être imposé, mais laissé au libre choix de la victime et de l'offenseur. Si l'une des parties refuse, le processus est annulé. Il doit y avoir un engagement volontaire des parties, y compris sur la forme. Personne ne doit imposer la face-à-face ou la communication indirecte. C'est à la décision des parties, en premier lieu la victime. L'offenseur doit avoir reconnu être l'auteur de l'offense et l'être effectivement. La justice restauratrice n'intervient pas dans des moments où l'affaire est en investigation. Elle n'est pas une investigation non plus concernant qui ou non est coupable. Cependant, on l'a vu, certains spécialistes disent que même sans avoir trouvé le coupable, il pourrait y avoir des protocoles de réparation engagés selon les principes de la justice restauratrice afin d'aider la victime. Parfois, dans des médiations davantage tournées vers le psychologique, une victime peut être amenée à rencontrer des personnes qui ont fait le même genre de délit pour poser des questions, demander des explications sur pourquoi tel acte est fait, ce qui peut les aider à avancer, à surmonter l'acte. La rencontre est strictement interdite dans des cas de violence conjugale ou familiale. Le besoin des victimes est très souvent de se distancier des offenseurs, de s'extirper en toute sécurité de ces environnements conjugaux ou familiaux violents. Une rencontre serait catastrophique, pourrait conduire à des représailles, de nouveaux traumatismes, des mécaniques dangereuses d'emprise. La réparation symbolique de l'excuse peut être parfaitement sincère dans le cas d'un cambriolage par exemple, mais les violences dans le cadre familial ou conjugal peuvent être une étape du cercle de la violence qui sert à l'offenseur à contrôler la victime, à augmenter son emprise, à saper son autonomie, à enclencher un nouveau cycle de violence. Les processus de justice restauratrice ne sont pas adaptés à ces mécaniques très particulières. Globalement, dans le processus de justice restauratrice, les spécialistes recommandent de faire très attention à ne pas partir du principe qu'un membre de la famille est forcément un accompagnateur qui sera d'un bon soutien, que ce soit pour la victime ou l'offenseur. Sa présence doit être vue au cas par cas, discutée par les participants et surtout pas imposée. Il n'a pas encore été pensé non plus quelle serait la version restauratrice des crimes contre l'humanité, la question des génocides. Il ne faudrait pas croire que la justice restauratrice ne concerne que des délits mineurs, vol, atteinte aux biens, etc. Elle peut être conduite pour des crimes plus graves, de violences sexuelles ou non, de meurtre, d'atteinte grave à la sécurité d'une communauté, etc. Certes, plus l'acte est grave, violent, plus le protocole de sécurité de la rencontre pourra être renforcé, plus il y aura besoin de préparation, voire d'acteurs en présence, et même parfois même une communication indirecte assez simple en termes d'organisation peut être très utile pour les victimes. Ci-dessous, un exemple pour un crime grave qui est hors institution de la justice restauratrice, mais qui est restauratif en soi. Le fils de Jean-Paul Chénu a été abattu à mort en 2002 par 3 skinheads. À la fin du procès, nous nous sommes rendus compte qu'avec ma femme, que nous n'avons pas pu dire aux assassins de notre fils tout ce que nous avions sur le cœur. Des questions demeuraient aussi sans réponse. Ils envoient alors des lettres aux assassins et l'un répond et s'ensuit un échange de lettres qui durera plus d'1 année.
Ce dialogue a été utile. Il nous a expliqué son embrigadement par des organisations néo-nazies, un milieu qu'il a désormais quitté. Le fait qu'il exprime cette évolution, c'est un peu comme si il nous rendait notre fils. Mais le meurtrier de notre fils a eu beaucoup de mal à garder contact avec nous. Il semblerait que l'administration bloquait le courrier. Pour elle, c'est synonyme d'ouverture. Elle y est donc opposée. C'est aussi en cela que la justice réparatrice est intéressante. Elle ferait bouger l'institution. Là, vous retombez sur un autre truc qu'on a déjà évoqué tout à l'heure. Alors, c'était pas tout à fait du tout le même cas, hein, mais tout à l'heure, je vous ai bien dit, à un moment donné, il y avait quelqu'un dans le chat, alors ça remontait à 2 mois, qui nous avait expliqué que justement, il y avait eu une affaire. Il y avait eu une affaire avec lui. Quelqu'un s'était introduit chez lui, il avait appelé les flics parce que la personne ne voulait pas partir. Il a essayé, mais la personne ne voulait pas partir, donc il avait appelé les flics. Et il s'est avéré que c'est parti après en justice. Et alors même qu'il demandait à dire stop, on arrête là, c'est bon, pas besoin d'aller encore alourdir le truc, la justice a tenu à non vraiment y aller. Et là, en fait, c'est encore le cas. C'est un peu ça ce qu'on voit, c'est que là, la justice punitive a été rendue, c'est bon, la personne est en prison. Elle va vivre un enfer, elle va probablement peut-être se faire radicaliser, se faire bolos, enfin plein de choses horribles, hein, parce que la prison c'est à peu près le pire endroit où vous pouvez vouloir être. Enfin vraiment, c'est pas bien la prison, hein, voilà. Et en fait, on se rend compte que, alors même que la justice punitive a tapé, ça y est, la justice elle est venue, elle a tapé, elle en a mis plein la gueule, c'est bon. Et ben même là, elle continue en fait, elle continue à enfoncer. Parce que là, en l'occurrence, les parents échangent avec un des meurtriers, ce qui est quand même quelque chose qui ne doit pas être commun, certes, mais la justice ne vient pas bloquer en disant « Attendez, faut vous protéger, vous êtes peut-être mis en danger par cette communication avec le meurtrier de votre fils, et ainsi de suite. » Non, non, ils interviennent parce que ça pourrait faire une ouverture pour le meurtrier. Parce que le meurtrier pourrait du coup s'ouvrir à la société. Or, la justice punitive est là pour dire « Non, tu es en dehors de la société, tu n'y as pas le droit. » Alors même que là, ça serait intéressant à 2 niveaux. C'est intéressant pour les victimes qui peuvent permettre ainsi peu à peu de se reconstruire. Et ça serait aussi vachement intéressant pour le meurtrier qui se rend compte de ce qu'il a fait, qu'il comprend ce qu'il a fait, la gravité de ce qu'il a commis et qui est en train de justement faire tout un chemin pour s'en éloigner, pour justement se réparer lui aussi. Et c'est là où vous voyez que vraiment on a une institution qui n'est pas adaptée, qui n'est pas fonctionnelle. Parce qu'en ayant un fonctionnement tel que celui-ci, la grande probabilité, c'est de pousser du coup les gens à rester enfermés dans leur méthode, dans leur schéma et donc dans leur fonctionnement, et du coup à ne absolument pas permettre à terme qu'il n'y ait plus ce genre d'abus, mais au contraire à favoriser le fait que cette personne va peut-être probablement recommencer. Parce que si vous la sortez pas de son cercle néo-nazi, si vous la sortez pas de cette vision-là des choses, en lui permettant d'échanger par exemple avec là, les parents de la victime, tu bloques toute possibilité d'évolution, tu la forces à rester dans son fonctionnement. Et c'est quand même un gros problème. C'est légal ou pas de tuer des enfants mineurs? Je sais plus. Bah non, c'est illégal. Quoi? C'est quoi cette question? Et bonjour Donio, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. On est en pleine lecture de sciences humaines et sociales, on est en train de parler de la justice réparatrice. Je continue. Souvent, la grande inquiétude concernant la justice restauratrice et les victimes se traduit par une crainte que les victimes, par cette démarche, soient sous l'emprise de l'offenseur, qu'elles soient manipulées à être dans son camp, qu'elles en perdent le fil avec la réalité des faits. Mais cela peut être une démarche profondément réfléchie, rationnelle, pragmatique et surtout qui ne nie pas les faits. Ils ont compris qu'après le temps du procès et la condamnation vient celui de la reconstruction, explique Yves Charpenel, avocat général à la Cour de cassation qui, alors procureur général à Reims, soutient la démarche de la famille venue de lui demander conseil. Le but de la justice, c'est l'apaisement. La plupart des auteurs peinent à comprendre qu'ils ont fait du mal. Ils se contrefichent de la victime et n'ont du coup pas de frein inférieur. Sans prendre la justice pour le monde de Walt Disney, leur faire prendre conscience de la gravité de leurs gestes, de la souffrance d'autrui, c'est diminuer le risque qu'ils récidivent. Parce qu'il y a des gens qui tuent des personnes mineures et c'est légal, je comprends pas du coup. Pardon? Quoi? Quoi? Je comprends pas à quoi tu fais référence là. je ne comprends pas de quoi tu fais référence. Mais non, le meurtre c'est pas légal. Alors évidemment nous sommes dans une société qui notamment est spéciste, donc le meurtre d'humains n'est pas légal. Voilà.
Ceci dit, à contrario, il faut bien comprendre que nous sommes dans un monde où les lois sont faites par tout un tas de personnes qui ne les respectent pas trop. Et du coup, on se retrouve avec des gens comme par exemple Bolloré, bonjour Bolloré, qui met à mort tout un tas de personnes à travers le monde, mais comme c'est pas lui qui a le flingue dans les mains et qui est en train de tirer, bah ça va. Il est seulement en train de faire en place des systèmes d'entreprises qui polluent les sols, qui empoisonnent les gens, qui les tue à la tâche, mais c'est légal. Ça c'est légal parce qu'il n'est pas en train de les tuer directement et que de toute façon c'est pas des Français donc on s'en fout. Voilà concrètement. Hein. Si c'est à ça que tu fais référence, alors oui le monde est extrêmement pourri et dégueulasse. Oui c'est un problème. C'est un énorme problème. C'est un énorme problème. Mais bon. Je reviens un peu sur ce que dit du coup Yves Charpenel, l'avocat général à la Cour de cassation. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il vous dit le but de la justice c'est l'apaisement. Et c'est ça qui est rigolo, c'est de voir qu'il y a une représentation de la justice punitive comme étant l'outil qui permet d'apaiser. Alors qu'en fait non. Dans la même phrase, il vous dit bien, la plupart des auteurs peinent à comprendre qu'ils ont fait du mal. Ils se contrefichent de la victime et n'ont du coup pas de frein intérieur. C'est ça qui est intéressant parce que justement, on se rend compte que la justice, son but c'est l'apaisement, mais son format actuel ne permet pas de le faire. Factuellement, c'est ce que dit la phrase. La justice, elle est là pour essayer de bloquer ça, d'apaiser la situation, de permettre à la société de s'apaiser. Mais du coup, les criminels restent des criminels parce que ils changent pas. Et en fait, on voit bien qu'il y a une incompréhension de pourquoi. Alors que c'est le format même de la justice qui fait ça. Comme on ne permet pas aux auteurs de comprendre en quoi est-ce qu'ils ont fait du mal, de comprendre et de réparer, bien sûr qu'ils continuent à en avoir rien à foutre. Et surtout comme derrière, on est dans une justice punitive, qu'on vient leur en mettre plein la gueule, ils ont du ressenti, ils ont de la colère, ils ont envie de se venger en se disant que c'est injuste, quand bien même ils sont eux-mêmes bourreaux à la base, ils se disent que ce qu'ils vivent est abusé. Donc forcément, ils en ont encore moins à foutre des victimes. Et forcément qu'ils ne se remettent pas en question, puisqu'ils vivent ça comme une injustice. C'est vraiment un truc où tu te dis, mais c'est pas croyable quoi. Enfin, c'est dit dans la même phrase et on voit que les gens ne voient pas. Référence à des trucs que j'ai vus personnellement, j'étais dans des milieux où tuer des enfants ados est quelque chose de normal. Pardon, plaît-il, t'étais où? De quoi? Quoi? Alors non, c'est pas normal, hein. Normalement, c'est pas normal du tout. Et en tout cas, en France, ce n'est pas légal. Ce n'est pas légal. Non. Non. Je continue la lecture. Les protocoles de justice restauratrice sont au mieux lorsqu'ils sont faits sur mesure. Oula, excusez-moi. Oh. Même si de façon générale, il semble que la conférence restauratrice soit possible, par exemple pour une histoire de vol, cela peut ne pas être approprié parce que cela ne réglera pas du tout le problème de fond, voire pire, pourrait apprendre à la personne qui a commis le vol que son acte était plus légitime qu'elle ne le pensait. Par exemple, si un voleur pauvre rencontre sa victime riche, que celle-ci se plaint d'une façon totalement décalée par rapport à l'expérience de pauvreté que lui-même connaît, il pourrait percevoir ses plaintes comme un caprice de riche qui ne sait pas ce que signifie n'avoir rien, qui ne sait pas ce qu'est la souffrance d'être dans la survie au quotidien. Cela pourrait presque légitimer à ses yeux qu'il était juste de le voler. Et on verra effectivement d'une façon qui ne paraît pas directement intuitive que le processus de justice restauratrice est plus efficace, dans le sens d'une diminution de la récidive et de la satisfaction des victimes, lorsqu'il concerne des offenses plus graves. Le processus de justice restauratrice doit donc être fait sur mesure. Il ne peut pas vraiment y avoir de règles implacables qui diraient qu'un vol peut être forcément traité par la justice restauratrice. Tout dépend de la situation, des acteurs, de l'acte, des conséquences possibles de l'échange. Alors là c'est intéressant pour une chose, c'est intéressant parce que ça recadre sur un élément. Je me permets d'allumer un peu la lumière derrière parce que j'en peux plus en fait d'avoir la lumière qui me défonce des yeux et dans la pénombre. C'est un enfer. C'est intéressant parce que là on recadre sur qu'est-ce qu'on définit comme efficace quand on parle de justice restauratrice. En l'occurrence, on ne pose pas la question de est-ce que le modèle de société actuel et les lois qui le font tenir sont adaptés, sont justes, sont bien. On n'est pas en train de parler de ça. C'est important quand même de le notifier parce que en soi, effectivement, on pourrait se dire mais attends, si t'as quelqu'un qui est littéralement en train de crever, par exemple de faim, que du coup il fait un vol à une personne qui a littéralement tout, admettons un Jean-Michel Macron, voilà. Jean-Michel Macron, c'est un nouveau personnage, ça sera notre petit bourgeois. Il a des thunes, il a des magasins, ce que tu veux, et donc du coup, admettons, il s'est fait voler de la bouffe dans un de ses magasins. Voilà.
admettons. Et du coup, on retrouve le voleur, et vous avez Jean-Michel Macron, donc, qui possède son petit magasin où on a fait un vol, qui vient se plaindre en disant bah non, pour moi c'est injuste, c'est horrible, patati patata, il faut réparer. Effectivement, moi je pense qu'il y a un gros problème. Je pense qu'il y a un gros problème d'un point de vue de société. Je pense qu'il faut remettre les choses drastiquement à plat, qu'il va falloir faire péter un certain nombre de privilèges, que la richesse devrait être beaucoup mieux répartie, et qu'on ne devrait certainement pas avoir des gens qui se retrouvent dans une situation où ils sont tellement pauvres qu'ils en doivent en voler. Mais là, on n'est pas dans la justice réparatrice. Là, on n'est pas sur ces aspects-là. Là, on est sur d'autres aspects. On est sur des aspects de qu'est-ce qu'on pense et comment est-ce qu'on veut penser notre société. Comment est-ce qu'on veut la penser, notamment dans le futur. Comment est-ce qu'on veut la faire évoluer. Et ça, c'est un autre élément, ce qui n'a rien à voir avec la justice restauratrice. La justice restauratrice peut nous aider peut-être à atteindre cet objectif-là, ceci dit, hein, de remettre en question justement l'état actuel de notre société. Mais là, il y a des questions de vol, admettons, de quelqu'un de pauvre sur quelqu'un de riche. La justice restauratrice, elle n'a pas grand-chose à dire dessus, en fait. Elle ne servira pas à grand-chose. Parce que la justice restauratrice va continuer à se baser notamment sur le système de loi, qui est le système de loi qu'on a actuellement, là, aujourd'hui, maintenant. Or, le système de loi qu'on a là, maintenant, actuellement, aujourd'hui, c'est un système de loi qui est fait notamment par une classe sociale en particulier. Classe sociale qui, du coup, va faire une loi qui est à son avantage, ou à minima, qui va dans le même sens que sa vision du monde. Et cette vision du monde peut être aux antipodes de la vision du monde de tout un tas de personnes, mais qui malheureusement ne sont pas les personnes dirigeantes. Et c'est ce qu'on se constate aujourd'hui. Aujourd'hui, vous voyez bien que les politiques font passer des lois qui ont un intérêt et sont tout à fait, on va dire même légitimes dans leur vision du monde, dans leur vision de vers où est-ce qu'ils veulent amener la société, alors même que ça s'oppose à 70% de la population minimum. Et que les gens gueulent en disant non, on n'est pas d'accord. Mais le fait est que ce sont eux qui sont au pouvoir et qui font les lois. Et là, la justice restauratrice se place dans ce cadre-là. Donc, avec ce système de loi qui est éminemment dépendant des gens qui ont fait les lois. Partant de là, forcément, dans un cas qui est effectivement injuste, quelqu'un qui possède tout et qui est en train de chouiner parce qu'il y a Jean-Michel qui possède rien, qui lui a piqué une pomme, ouais, c'est la justice restauratrice ne fera pas grand-chose, elle va pas être utile du tout. Elle va pas être utile du tout. Mais parce que c'est pas son travail, c'est pas son objectif, c'est pas à ça qu'elle sert, tout simplement. Je continue à rattraper. Vous êtes plutôt silencieux dans le chat, ça vous fait pas réagir, ça va? Vous êtes pas trop trigger parce que je raconte et parce que je rajoute? Ça va? Tap, j'ai un lurk qui a changé, pourquoi? Parce que Joy a fini son live. Ah. Hop, bah du coup je peux me permettre de changer le lurk. Voilà, parfait. Avertissement. Globalement, les protocoles de justice restauratrice doivent faire particulièrement attention à ces effets négatifs possibles et réfléchir en amont pour les contrer. Ce sont ici des avertissements donnés par l'Office du crime et de la drogue de l'ONU. Par exemple, il peut y avoir un risque que la communauté presse la victime de faire le processus alors qu'elle ne le souhaite pas. La confidentialité peut être difficile, il y a un risque pour le délinquant d'être humilié, dominé, ou encore qu'il manipule la procédure. Du point de vue du système pénal, une trop grande emprise sur les processus, etc. La liste longue est retrouvable ici, et donc vous avez un lien. Pour éviter cela, l'ONU recommande une forte préparation en amont, une forte compétence du facilitateur à repérer tout signe de manipulation, qu'il soit bien formé à la dynamique de la violence, du pouvoir, de la domination. Le facilitateur doit être également particulièrement compétent à distinguer le bien-être émotionnel du mal-être émotionnel et savoir repérer rapidement les signaux de stress, d'angoisse. Intervenir rapidement en conséquence, répondre aussi bien à une attention particulière, répondre aux besoins, orienter les personnes vers des services qui pourront l'aider. L'ONU recommande aussi une attention particulière aux groupes les plus vulnérables selon une position d'empuissantement difficile, comme les enfants, ou selon le fait d'une discrimination systémique qui leur retire d'ores et déjà du pouvoir, comme les femmes, les minorités et toutes les personnes qui seraient potentiellement discriminées. La communauté peut malheureusement participer à renforcer ces discriminations, ces pressions. Il y a donc à faire attention aux normes imposées à travers le processus, normes qui ne sont pas forcément vertueuses. Les participants présents doivent être bien sélectionnés. Moi ça va, mais je mange, donc je parle pas la bouche pleine. Il n'y a pas de problème, j'espère que tu manges bien et que c'est bon. L'autre risque que
que j'ai découvert tardivement en reportant ce dossier sur la justice réparatrice, et celui qui suit sur la justice transformatrice, est celui du détournement pseudo-libre, pseudo-progressiste, qu'on pourrait aussi qualifier de innovation washing. Le concept de justice réparatrice serait repris parce qu'il apparaît vertueux, mais au final détourné ou traduit à travers des idéologies qui s'opposent au principe de la justice réparatrice. Par exemple, j'ai découvert un livre qui racontait des expériences de justice restauratrice à l'école, particulièrement intéressantes, mais moulées sous l'angle de la psychanalyse. L'humain y était perçu comme mauvais en soi, portant le sadisme de façon innée. Les offenseurs étaient taxés de pervers, rien n'était fait pour les sortir des modes d'agir sapants, tout était exclusivement centré sur l'aide à la victime. Peut-on vraiment faire de la restauration, des réparations, si on estime que le mal est inchangeable ? Puisque le processus repose sur l'idée que la transformation sociale est possible, comment concilier cela avec l'idée que la perversité s'accroche indéfiniment ? Il y a donc à veiller comment les processus seront détournés à l'avenir. Ça, c'est vrai que c'est un point qui est très important. C'est quelque chose que moi, je vous ai déjà signalé à plusieurs reprises sur différentes thématiques. Vous avez toujours, on revient sur le méta, le fait qu'on vit dans une société capitaliste, individualiste, globalement de droite, patriarcale, machiste, bref, il y a tout un tas de choses. Et donc, à chaque fois que vous allez avoir des éléments qui vont permettre de pouvoir faire bouger dans un sens ou dans l'autre, eh ben, vous allez avoir des résistances qui vont se mettre en place. Et une des résistances qui peut se mettre en place, c'est le fait de détourner. On avait vu ça avec tout ce qui était le développement personnel. Le développement personnel, c'est de la merde. Voilà, je vous le redis, au cas où vous avez un doute. Le développement personnel, c'est du bullshit. C'est comment est-ce que les visions néolibérales, les visions capitalistes ont pu réussir à détourner justement des recherches, des travaux qui ont été faits pour permettre d'avoir une vie en société plus propre, plus intéressante, individuelle et sociétalement parlant, pour justement essayer de le tourner avec tout le bagage de l'individu est un loup pour l'homme est un loup pour l'homme, tout ça, le fait que finalement tu as du contrôle sur ta vie, t'inquiète, tu peux tout faire comme tu veux, la méritocratie, et ainsi de suite, tout un tas de notions qui en fait sont complètement fausses, ne sont pas vraies, ne reflètent pas la réalité, ne fonctionnent pas, mais c'est la manière que le système a de se protéger, en faisant tout simplement reprendre ce qui l'attaque et en le détournant un petit peu, pas forcément sur tous les aspects, mais suffisamment pour que ce ne soit plus une attaque, pour que ça ne mette plus en péril le système tel qu'il est. Et c'est ce qu'on constate aussi a priori du coup avec la justice réparatrice, d'après ce que dit du coup V6, on commence déjà à avoir des récupérations, et c'est de la merde. Alors, méta de choc, c'est intéressant, mais c'est de droite. Je suis désolé. C'est intéressant, méta de choc, le problème, et ça se sent deux fois de temps en temps, je l'ai un petit peu senti sur le développement personnel, mais encore ça allait, c'était léger. Ah si, elle est carrément de droite, elle l'a déjà dit. Hein, ça se voit en fait à plusieurs moments dans ses podcasts, parce que justement, malgré le fait de dire oui, le développement personnel c'est du bullshit, ça va utiliser des mécaniques de manipulation, ainsi de suite, en fait reste tout le temps le sous-fil de oui, mais si tu veux, tu peux pour de vrai. Tu peux te sortir de ces mécaniques de manipulation. Tu peux le faire parce que tu as du contrôle sur ta vie. Tu peux être insensible à ça. Et finalement, les gens qui se font avoir, ils sont pas entièrement stupides parce que bon, il y a quand même des mécaniques de manipulation. Mais bon, ils pourraient être plus prudents. Vous voyez, il y a toujours ce retour au fait que finalement, ce qui va primer, c'est l'individu. Ce qui va primer, c'est que l'individu a du contrôle sur la vie et finalement, il est détachable des éléments méta qui composent notre société. Et il peut en sortir et puis c'est bon, il a juste à faire attention et ça va quoi. Et c'est vrai que ça, c'est un petit problème. C'est pas forcément quelque chose qui est ultra mis en avant. Je trouve que globalement, Méta de choc est un podcast qui est très intéressant. Qu'on soit d'accord. Je le trouve très très bien. A contrario, il y a quand même des prises de position certaines fois qui me coincent un peu. J'ai des prises de position qui me dérangent un petit peu et qu'on sent en fait en filigrane, qu'on sent légèrement. C'est dommage. Je trouve que c'est dommage. Parce que, encore une fois, il y a une parfois réécriture même de ce qui est traité. Et c'est dommage. Parce que on ne voit pas certaines choses. On ne va pas traiter certaines questions. On va traiter la question d'une certaine manière. Et c'est dommage.
Après, c'est normal, vous pouvez pas faire quelque chose qui est en dehors des partis pris. Moi, par exemple, forcément, par rapport à quelqu'un de droite, on pourrait me taxer de ne pas voir certaines réalités, ceci et cela. Probablement. Mais parce qu'on sera forcément partisan de quelque chose et forcément, on va pouvoir développer nos points de vue en utilisant ce bagage-là. On ne peut pas le faire autrement. Encore une de mes héroïnes qui se relève de droite. Mais oui, formulé comme ça, c'est logique. Bah oui. Mais encore une fois, c'est pas forcément... Encore une fois, je le répète, méta de choc, je trouve que c'est du bon contenu. Je trouve que c'est bien travaillé, c'est intéressant, c'est pas trop mal. A contrario, à certains moments notamment, et c'est vraiment des moments, tu sens qu'il y a un filigrane qui va pas, qui est vu de droite, enfin, vraiment tu as cette mode de pensée un peu libérale qui me coince, que moi je sens et qui me fait vraiment coincer. Mais ça reste en soi un bon podcast. Par rapport à d'autres, je trouve que celui-là est bien plus qualitatif, hein, clairement, c'est le jour et la nuit. Mais il y a plein de trucs où tu vas tiquer un petit peu. Je crois que c'était sur la psychanalyse aussi peut-être, où on avait vu passer des trucs où j'avais un petit peu trigger en mode « Né, ouais ». Attendez. Je vais voir. Je reviens. C'était peut-être sur le science, pseudo-science et croyances et vérités que j'avais tiqué aussi. C'est possible. Parce que ça me dit quelque chose que j'avais triqué là-dessus. La psychanalyse aussi. Je sais plus si j'avais trigger beaucoup ou pas. Comment j'ai changé de paradigme. Voilà. Typiquement, vous avez Aventurière de l'esprit. Comment j'ai changé de paradigme? Comment suis-je arrivé à m'intéresser à la métacognition? Je partage avec vous mon parcours et ma réflexion sur les sujets qui me tiennent à cœur. Et là, pareil, on retombe sur des visions en fait qui sont très l'individu est au-dessus du reste. L'individu est au-dessus du reste et l'individu finalement, il peut faire un effort et se sortir tout seul de tous les trucs. Et non. Le premier truc que tu apprends quand tu es en psychologie sociale, enfin même en psychologie en général, c'est bravo. Tu sais quels sont les mécanismes qu'il y a dans la société qui peuvent nous manipuler. Bravo, tu as conscience que tu n'y échappes pas. Tu as beau le savoir, tu as beau être vigilant à ça, tu n'y échapperas pas. Tu y seras soumis. Le seul truc qui se passe, contrairement à des gens lambda qui n'ont aucune connaissance sur ces questions-là, c'est que si à un moment donné on t'en fait prendre conscience, tu vas pouvoir voir les rouages et à ce moment-là, tu vas pouvoir essayer peut-être d'en sortir. Avec plus ou moins de réussite. C'est à peu près tout. Ça s'arrête là. Donc du coup, tous les discours où tu vas avoir des gens qui vont te dire « Alors moi en fait, écoutez, j'ai changé mon paradigme de pensée et du coup j'ai complètement... je suis allé dans un mindset différent. » Non. T'as pas allé dans un mindset différent. En fait, tu es passé d'une vision où tu étais complètement ballotté par les événements et les biais cognitifs que tu as comme tout être individu, par un truc très con qui est que tu crois que tu es en train de contrôler les biais auxquels tu es soumise. Mais en fait non, toujours pas. Non. Voilà, c'est typiquement le genre de gens qui vont dire non mais moi la pub ça m'influence pas, vous comprenez, je sais comment ça marche la pub, donc je n'y suis pas touché. Bah en fait non. En fait non, t'es forcément touché par la pub, que tu t'en rendes compte, t'en rendes pas compte, ça marche en fait, enfin voilà, c'est... Si c'est étape 1 sur 5, c'est déjà un changement. Alors, oui et non. Non. En soi, te dire que là, tu es en train de faire ça parce que c'est toi qui l'as voulu et compagnie, ça n'enlève pas que tu es en train de faire ça parce que tu as été mis sur un certain nombre d'éléments qui t'ont fait aller dans cette direction-là et qui ne dépendent pas de toi. C'est pas parce que tu te dis « je suis ok là maintenant avec le fait d'aller là-dedans » que c'est la même chose que de dire « j'ai choisi d'aller là-dedans ». Vous voyez, il y a deux différences. La première, elle est safe. La première de dire « je vois qu'on me pousse là et ça me va ». C'est une chose. La deuxième, dire j'ai choisi d'aller là parce que j'ai tous les moyens et je vais là, parce que je suis puissante, parce que je contrôle, c'est faux. Ça ne marche pas. Et ça te fait aller sur des pentes qui sont extrêmement dangereuses. Et c'est un problème. Notamment, tous les problèmes du développement personnel. Le développement personnel te fait croire que tu peux choisir, que tu vas choisir, que tu es maître de ton destin, que tu vas tout gérer. Et en fait, non, pas du tout. Et ce qui fait qu'au moment où tu vas te prendre des claques dans la bouche, parce que tu en prendras forcément des claques dans la bouche,
tu vas être complètement sans défense et tu vas te briser. Ou alors t'enfoncer dans un cycle vachement négatif où tu vas continuer à nier des choses et ça va pas être très très bien en général. Parce que justement, tu n'es pas en mesure de te rendre compte à quel point tu n'as pas de contrôle sur les choses. L'autodétermination, c'est méga important sur la santé mentale. On est d'accord, sauf qu'on parle pas de la même chose. Il y a une différence qui peut être légère, mais qui a son importance. Bonjour Azalaïs, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien, aussi bien que possible. Moi qui redébarque sur le stream, le développement personnel c'est de la merde. Bah oui. Oui. Mais j'ai aucun problème à vous le dire. C'est pour ça que le dev personnel ça finit souvent par s'apparenter à des trucs un peu sectaires. Oui, parce que en fait la différence c'est que dire que j'ai conscience qu'on m'a mené sur cette piste-là et que je suis ok avec le fait d'être sur cette piste-là, et donc de choisir, de dire oui, ça me convient, je vais pas essayer d'entamer un processus pour aller sur autre chose ou quoi, ce n'est pas la même chose que de dire j'ai choisi d'être sur cette direction-là, je suis maître de mon destin, je suis là parce que j'ai décidé d'être là. Non. La deuxième cas, c'est une fausse croyance. Ça te fait croire que tu as l'absolu contrôle sur tous les tenants et aboutissants de ta vie, que tu es là parce que tu as voulu être là, et c'est faux. Et en faisant ça, tu n'es pas prêt, potentiellement, à te prendre un retour dans la dent, parce qu'à un moment où tu vas prendre un retour dans les dents, quand, pour une raison X ou Y, il va se passer quelque chose qui n'ira pas dans le sens de ce que tu veux, où tu te dis, bah attends, mais j'ai le contrôle normalement, je suis censé pouvoir y aller. C'est ça la différence. C'est que d'un côté, tu as conscience que oui, tu es là parce que tu as choisi d'être là, que tu n'essayes pas d'aller ailleurs, mais tu es là, pas parce que tu as choisi d'être là à la base, parce qu'on t'y a amené, par tout un tas d'éléments. Et quand je dis on t'y a amené, c'est pas une personne individuelle qui t'a manipulé à être là, qu'on soit d'accord. Tout un tas d'éléments dans ta vie t'a amené à être à ce moment-là, ici, présent, dans cet état-là. Et juste, tu acceptes que, bah oui, on t'a amené jusque-là, mais ça te convient, donc tu ne vas pas tenter d'essayer de te diriger vers autre chose. Parce que, en partant de là, tu as le choix de dire ça me va pas. Bah bien sûr que tu as le choix de dire ça me va pas. Et dans le cas où tu dis ça me va pas, tu peux essayer d'aller vers une autre direction, mais tu as conscience que pour autant tu es sur des rails et que tu n'as pas forcément la capacité de pouvoir le faire. Même si ça te convient pas, potentiellement on peut te chier dans la bouche en constant, et ça te permet quand même d'être préparé à ça. Dans le deuxième cas, tu n'es pas préparé à ça. Dans le cas où tu es convaincu que tu es là où tu es parce que tu as décidé d'y être, point, tu n'es absolument pas prêt au moment où la réalité va te dire mais en fait je m'en bats les reins de ce que tu veux, nous on va dans cette direction là et puis c'est tout. Tu es pas prêt. Tu es pas prêt parce que tu n'as pas conscience du fait que justement tu as finalement relativement peu de choix. Tu en as, mais peu. Ça dépend de ce qu'on considère quand on parle de développement personnel. Stricto sensu, c'est pas fondamentalement de la merde. À la base, c'était pas de la merde. Là, on parle notamment du fait que ça a été repris par tout ce qui est le néolibéralisme et ainsi de suite pour faire justement des visions du monde qui sont, enfin du développement personnel qui sont extrêmement proches des visions, on va dire, normalisées par nos sociétés européennes, occidentales, qui consistent à dire que le loup est un loup pour l'homme, enfin l'homme est un loup pour l'homme, que l'individu prime sur le reste, que tu vas où tu veux, que la méritocratie, ainsi de suite. Je comprends aussi que ton discours est difficilement intégrable pour beaucoup de gens, c'est du haut level. Non mais je comprends bien, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de jugement ni quoi que ce soit. Justement c'est pour ça que je reste dessus et que je ne repars pas sur la lecture. Si je repartais sur la lecture, c'est très justement que je dirais bah c'est bon, vous avez compris et puis je passe à autre chose. Si je reste là, c'est justement pour être sûr que vous comprenez. Et c'est pour ça que j'essaye de remettre bien comme il faut, et que s'il y a effectivement un truc que je n'arrive pas à bien expliquer, il ne faut pas hésiter à me le redire pour que je puisse essayer de vous mieux l'expliquer, pour vraiment essayer de vous donner l'idée que j'ai en tête le plus proprement possible. C'est pour ça que je précisais que je redébarquais, je pensais bien qu'on parlait de cet aspect. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah en fait là, à la base, on est donc sur la justice réparatrice, du coup, notamment pour Asa qui est arrivé, j'espère que tu vas bien. On est en train de parler de la justice réparatrice, et en fait, là on vient de finir la justice réparatrice, plus ou moins je crois, puisqu'on va passer sur la justice transformatrice. Et l'auteur, du coup, V6, nous expliquait qu'il y a déjà des détournements de la justice réparatrice par tout ce qui est les mouvements conservateurs. En l'occurrence, il y a déjà un bouquin qu'elle a pu avoir entre les mains qui parle donc de justice restauratrice, mais d'un point de vue psychanalyste, où en fait on te dit que l'humain est forcément mauvais, l'humain est pervers, et que en fait tout l'intérêt de la justice réparatrice c'est uniquement et rien que ça, s'occuper des victimes, de s'occuper de permettre aux victimes d'être aidées, point. Et que finalement, bah, le coupable, il est coupable parce que dans tous les cas, il est coupable parce qu'il est mauvais. Ce qui est complètement con. Ce qui est complètement con et qui est complètement en dehors de ce que veut faire la justice réparatrice. La justice réparatrice, justement, elle est réparatrice parce qu'elle permet de réparer la société. Elle permet de réparer les groupes sociaux. Donc elle s'occupe aussi bien de la victime que de l'offenseur.
Parce que si tu t'occupes pas de l'offenseur, tu gardes donc un danger, tu gardes donc un problème qui va pouvoir potentiellement se représenter sur d'autres personnes, sur la même personne, qui sait, mais qui du coup continuera à porter problème. La justice réparatrice, justement, elle veut s'occuper des deux aspects. Elle ne va pas négliger l'offenseur plus que la victime. Ça n'a pas de sens. Donc là, on voit déjà que, comme à l'époque avec tout ce qui était développement qui ont été repris par le développement personnel très néolibéralisé, là on a déjà une récupération de ces thématiques là pour mettre en avant des contenus discutables, on dira ça. Du coup je sais pas si j'ai réussi à faire comprendre ce que je voulais dire ou pas, Axel. Je reste, encore une fois, je reste dessus, je ne continue pas la lecture parce que ça me tient à cœur justement que vous compreniez bien ce que je veux dire et en quoi c'est différent. Quelle est la différence et pourquoi est-ce qu'elle est importante. Et bonjour Kiri, j'espère que tu vas bien. On est sur la fin de la justice réparatrice, on va aller sur la justice transformatrice. Et là on est plus particulièrement en train de parler du coup de pourquoi est-ce que le développement personnel c'est de la merde. Et de pourquoi il y a des choses qui sont un peu dangereuses, un peu mauvaises au niveau notamment de ce qui peut être perçu comme un peu trop libéral dans le développement personnel. En fait, on essaye d'expliquer plus particulièrement, là on était en train de parler de Méta de Choc. Méta de Choc qui est un podcast fait par, j'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom, mais c'est pas grave. Qui est du coup une personne qui est vachement bien, vachement intéressante. Sauf que personnellement j'ai un problème, c'est que Méta de Choc est plutôt de droite. Et ça se sent. Parce que à plein de moments, tu vas avoir des petits aspects en fait qui mettent en avant tout ce qui va être le côté méritocratique, le côté j'ai le contrôle sur ma vie, ainsi de suite. Et on essaye de expliquer la différence justement entre ce qui te fait prendre conscience que c'est un petit peu biaisé, que c'est un petit peu bouffé par une vision libérale, une vision individualiste, et une vision plutôt, on va dire, sociale du développement personnel. Parce qu'à la base, le développement personnel a été développé justement pour pouvoir répondre à des problématiques sociétales. Et en fait, pas du tout aujourd'hui, il a été complètement repris par pas mal de gens de droite néolibéraux pour mettre en fait en avant des systèmes qui sont complètement pourris en fait à différents niveaux. Je comprends, mais je ne me vois pas l'expliquer aux personnes que je suis dans mon assaut. Surtout quand tu as des gens qui font des transitions, c'est des gens qui ont besoin d'avoir le sentiment de choix dans ce moment critique de leur vie. Tout à fait, je peux comprendre ça. Après, j'aurais tendance à dire une chose. Je pense qu'il y a des moments qui sont plus pertinents que d'autres pour amener certaines réflexions et certaines remises en question de nos systèmes, notamment de nos systèmes de vie, en fait. Et probablement que si tu as quelqu'un qui est justement dans une phase de transition, qui a justement besoin d'avoir ce sentiment de choix, c'est probablement pas le bon moment pour venir remettre en question d'autres fondements de société à côté de ça. C'est peut-être pas du tout le moment adapté parce qu'il faut que la personne puisse justement prendre le temps de pouvoir mettre tout ça, bout à bout, de faire étape par étape, parce que sinon ça risque de faire trop d'informations, trop de choses qui vont voler en éclats et qui vont être remis à plat. Ça peut être beaucoup trop pour la personne, tout simplement. J'aurais tendance à dire que c'est peut-être ça aussi qui compte, en vrai de vrai. Techniquement, tu as toujours le choix si tu considères pas les conséquences. Oui, sauf que c'est pas parce que tu considères pas les conséquences qu'elles sont pas là. Et en fait, t'as pas vraiment tant que ça le choix, dans le sens où tu es amené à faire des choix, sauf que les choix que tu es amené à faire, la possibilité de choix que tu as amené à faire, elle dépend pas forcément spécialement de toi en général, elle dépend aussi du contexte dans lequel tu es, et le contexte dans lequel tu es en fait dépend du contexte dans lequel tu étais, et ainsi de suite. Et c'est là où en fait tu te rends compte que factuellement, ta vie, ça a été d'être sur un rail. Tu as été dans un petit wagon. Alors il se trouve que tu as plusieurs rails qui sont côte à côte, et que de temps en temps il y a des passages qui te permettent d'aller sur un rail un peu à côté, et que à terme en soi tu pouvais partir de tout à gauche et te retrouver tout à droite, ou l'inverse, c'est mieux, partez tout à droite et aller tout à gauche à la fin, c'est mieux. Et donc toujours est-il que... Bonjour. J'espère que ça va bien, roi. Toujours est-il que le point qui est important, c'est de se rendre compte que effectivement nous avons un choix qui est limité, mais qui existe. Nous avons des moyens à différents moments de notre vie, à différentes étapes de notre vie, de pouvoir essayer de pousser un peu les choses. Pour autant, il faut avoir conscience que malgré ce choix, malgré cette possibilité, les marges de manœuvre sont déjà extrêmement réduites. Et même si on fait le choix, même si on essaye d'aller sur un autre chemin,
malheureusement, on est toujours sur des rails et potentiellement, du fait du contexte, du fait des autres personnes autour de nous, du fait de tout un tas de choses, on peut très bien, malgré le choix qu'on a fait, ne jamais le réussir. Ne jamais réussir à le mettre en place. Parce que on n'est pas libre de nos choix, en fait. Finalement, on est là où on est parce que tout ce qu'on a fait avant, tout ce qu'on a vécu avant, tous les gens qu'on a rencontrés avant, nous ont amenés à être là aujourd'hui. Et eux-mêmes, toutes ces personnes qu'on a rencontrées sont là où elles étaient au moment où elles ont été avec nous parce que tous leurs choix de vie, toutes les personnes qu'elles ont rencontrées, ainsi de suite, les ont amenées à être là à un moment donné. C'est ça en fait qu'il faut essayer de prendre conscience. Et c'est vrai, encore une fois, je pense que c'est important de le prendre en compte, que c'est pas forcément accessible comme réflexion pour certaines personnes à certains moments de leur vie. Parce qu'il y a déjà peut-être trop d'informations et trop de choses à gérer. Si vous prenez quelqu'un qui est en train de faire une transition, je comprends tout à fait que c'est absolument pas le moment où tu as envie d'entendre dire bah en fait, écoute, tu es en train de faire une transition, mais déjà c'est normal, en fait. Quoi qu'encore, si, ça peut faire ça. Tu as des personnes, à mon avis, qui peuvent être en transition, à qui tu peux leur apporter justement quelque chose de bien en leur disant bah écoute, justement, ne te remets pas en question, n'aie pas peur de la transition, parce que finalement, si tu es en train de faire la transition, c'est que tout dans ta vie t'a amené à faire cette transition. Donc finalement, ça va. Tu vois, il y a des gens qui peuvent être extrêmement, on va dire, dérangés ou en insécurité du fait de faire une transition, de tout ce que ça peut enclencher à côté. Peut-être que ça peut être rassurant de leur dire, bah finalement, tu as été sur un rail toute ta vie, tu t'en es pas rendu compte, et ce rail t'a amené ici à faire cette transition, à pouvoir prendre conscience de ce qui tu es, de ce que tu es, et qu'aujourd'hui, si tu fais cette transition, c'est justement parce que le rail t'a amené jusque-là. Et je pense que c'est pas mal. Justement, dans Méta de Choc, elle dénonce beaucoup la philosophie New Age dont elle a fait partie, dont une part importante de l'idéologie, c'est qu'on est toujours maître de son destin, que tout ce qui nous arrive est forcément notre faute, etc. Je suis d'accord, encore une fois, je le redis, Méta de Choc est très intéressant comme podcast. Le seul problème que j'en ai, c'est que ça reste un podcast où à différents moments, sur certaines thématiques, tu sens en fait que c'est une personne plutôt de droite et qui a une vision des choses qui est, à mon sens, encore bien biaisée. Ça ne change pas que c'est un média que j'aurais tendance à recommander. C'est pas la première fois qu'on parle de Méta de Choc sur la chaîne, et j'ai déjà dit à plusieurs occasions que je trouvais ça cool. J'ai déjà dit à plusieurs occasions justement que franchement, Méta de Choc, moi, ça fait partie des podcasts que j'écoute, que je trouve intéressants, et que je peux recommander à d'autres personnes. Après, tous les podcasts de Méta de Choc sont pas aussi intéressants. Tous les podcasts de Méta de Choc sont pas forcément aussi pertinents. Il y a des podcasts qui sont pas forcément ouf. Il y a des podcasts qui sont pas forcément ultra intéressants parce que justement, il y a des moments où ça coince un peu. Dans une transition, le but est aussi de ne pas croire qu'il y a un autre rail imposé, mais que chacun a son rail, qu'il n'y a pas besoin de copier chez le voisin, en espérant que cette phrase soit claire. Mais complètement. C'est pour ça que ça dépend aussi de l'individu. Personne ne va vivre la transition de la même manière. Si on prend le cas de la transition particulière, tu vas avoir des personnes qui peuvent avoir effectivement ce besoin-là, je l'entends parfaitement, de se dire justement, écoute, on t'a mis sur ce rail-là toute ta vie, mais c'est pas ton rail. Et effectivement, tu peux bouger pour aller sur le rail. Je le comprends parfaitement. Je pense juste qu'il y a aussi probablement d'autres personnes en transition, et sur d'autres thématiques aussi, pas que la transition, qui peuvent aussi avoir le sentiment inverse de se dire je suis en insécurité parce que je suis là où je suis et je suis paumé. Je coince un petit peu. Et du coup d'être rassuré en se disant mais en fait, t'inquiète pas, si t'en es là aujourd'hui, c'est normal en fait. C'est parce que justement tu es sur un certain rail qui t'a amené à faire ça aujourd'hui. Et c'est normal, et tu n'es pas justement anormal, parce que c'est aussi, t'as beaucoup, notamment si on reste sur la thématique de la transition, des gens qui vont avoir des retours assez violents, ils vont te dire que par exemple t'es un monstre, t'es anormal, que ceci, que cela, et peut-être que justement essayer de ramener ça comme ça, ça pour certains et pour certaines, peut-être que ça peut avoir un aspect positif, de leur dire non, t'es pas un monstre, t'es pas anormal, ceci, cela, c'est logique, tu es là où tu es parce que tout dans ta vie t'a amené à être ici. Tu n'es pas en train de faire une erreur, tu n'es pas en train de faire une connerie ou je ne sais quoi, voilà, tu es là où tu devais être. Je pense que pour certains, ça peut être pratique aussi. Encore une fois, tout va dépendre de la personne en fait. C'est comme souvent, il n'y a pas de réponse qui est universelle. Jamais, à aucun moment, dans n'importe quoi, vous n'aurez une réponse qui va être la même pour tout le monde, tout le temps, et qui sera toujours aussi pertinente. Il faut adapter la réponse que vous donnez à une problématique, à la problématique et à la personne qui vit la problématique. Tout à l'heure, on en parlait, du coup, quand notamment on parlait de... c'était quoi ? Du cambriolage. On parlait du cambriolage et on disait... Il y a des gens qui vont vivre le cambriolage comme finalement quelque chose d'anecdotique. Quelqu'un est venu chez toi, il t'a piqué un truc, il est reparti. Allez, vas-y, c'est bon. T'as repayé la console et puis ça va, ça bien, admettons. Et il y en a d'autres au contraire où ils vivent ça de manière très traumatique. Pourtant, en soi, la problématique est la même. C'est un cambriolage. Par contre, ce qui va changer, c'est la manière dont la personne victime va le vivre.
Et c'est là où du coup il faut vraiment à chaque fois adapter, c'est ce que fait la justice restauratrice, en tout cas c'est ce que devrait faire la justice restauratrice, et ça s'applique aussi à d'autres thématiques. Là quand on parle par exemple de la transidentité et qu'on parle des personnes qui sont du coup potentiellement avec une certaine difficulté au niveau de la transition par rapport à ce qu'ils vivent, par rapport à ce qu'on leur renvoie dans la gueule et ainsi de suite, bah ça peut être effectivement une problématique qui est la même pour toutes les personnes trans. Pour autant, chaque personne trans est une personne différente, qui du coup n'a pas forcément besoin de la même réponse. Je suis d'accord, il y a souvent des trucs qui me gênent aussi dans Méta de Choc, mais justement ça me fait me poser des questions et c'est cool. Ouais, complètement, complètement. Moi encore une fois, j'aime bien Méta de Choc, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant, même si c'est une personne de droite et que j'ai du mal avec les gens de droite. Je passe en l'heure, bonne fin de live, merci beaucoup, passe une bonne fin de journée, bonne révision et plein de post-it partout. Je continue. La liste n'est pas exhaustive, les formes, les thématiques peuvent changer. Mais il y a toujours cette notion de rencontre, de réparation, de transformation. Ces différentes formes s'appuient toujours sur les conceptions et les principes vus en première partie. Le concept de justice restauratrice, est-ce autodéterminant? La réponse la plus rapide est oui. Sur ces principes et ces grandes méthodes, on pourrait presque qualifier ces fondements et processus comme une justice autodéterminante et autodéterminatrice. Cependant, on le voit dans les avertissements de l'ONU, quelques erreurs ou absences de prise en compte peuvent être sapantes pour la personne. Si les conférences sont dominées par des partis, l'autonomie, la proximité sociale sont sapées, par exemple. Cette difficulté est liée à l'objet même sur lequel porte cette justice, une situation conflictuelle, traumatique, difficile à régler. Ainsi, la méthode demande beaucoup de compétences et une bonne organisation pour ceux qui guident le processus. Autonomie. Est-ce que la justice réparatrice remplit le besoin d'autonomie des personnes? La justice réparatrice le vise lorsqu'elle dit que l'empuissantement des victimes est fondamental, quand elle qualifie l'offense comme une atteinte à l'autocontrôle de la vie de la victime, et que c'est ce pouvoir d'agir, cette autonomie qu'il y a à réparer. Elle vise aussi le comblement du besoin d'autonomie de l'offenseur, lorsqu'elle insiste sur le fait qu'un résultat positif du processus est sa responsabilisation, tout d'abord dans une prise de conscience sincère, puis à travers les actes notamment de réparation. De plus, c'est précisément le point du manque d'autonomie que critique la justice habituelle. Attends, j'ai du mal. De plus, c'est précisément sur le point du manque d'autonomie qu'elle critique la justice habituelle, qui laisse passives les parties, alors que les victimes ont besoin de prendre en main les choses pour aller mieux, et les offenseurs ont besoin d'être responsabilisés concrètement pour vraiment exprimer un repentir. Cependant, comme beaucoup d'environnements autonomisants qu'on a pu voir, le pouvoir de décision est encore distribué, ce qui peut être difficile à accepter pour les acteurs de la scène judiciaire, transmis aux parties, transformés. On verra que cette question de distribution du pouvoir de décision et d'organisation est encore très questionnée, notamment au sujet des facilitateurs, qui sont parfois des policiers. Ainsi, si les personnes sont effectivement empuissantées, l'aspect de pouvoir, de domination de la justice est ici diminué, voire vu comme à éviter. Compétences. Est-ce que la justice réparatrice remplit le besoin de compétences? Étant donné que les personnes sont empuissantées, puis simplement guidées dans le processus afin qu'elles règlent ensemble le problème, il y a potentiellement nourrissement de la compétence. Proximité sociale. Est-ce que la justice réparatrice remplit le besoin de proximité sociale? La justice réparatrice insiste énormément sur la perception des liens sociaux, le délit étant une rupture de ceux-ci, une destruction relationnelle. En cela, le processus de réparation vise à rétablir un besoin de sécurité entendu comme le fait de se sentir en relative sécurité avec les autres, que l'enfance soit réparée afin qu'il n'y ait plus cette peur, cette inquiétude. C'est une reconstruction des liens, d'une part côté victime, pour qu'elle puisse se sentir de nouveau en confiance dans son environnement social, d'autre part côté offenseur, afin qu'il apprenne que les comportements offensifs détruisent ses propres liens aux personnes, et la réparation vise à opérer un comportement qui répare ces liens. Orientation. Est-ce que la justice réparatrice aide à faire émerger l'orientation autonome et libère de l'orientation impersonnelle et de l'orientation contrôlée? Autrement dit, est-ce qu'elle répond à notre quête? La victime est sapée dans ses besoins fondamentaux par l'offense. Ainsi, elle peut tomber en orientation impersonnelle. Par exemple, dans le cas du harcèlement, ne plus avoir d'espoir du tout envers les relations humaines. Ou encore en orientation contrôlée. Après un cambriolage, devenir obsédé par la sécurité, craindre toutes les personnes qui passent à côté de la maison. Le processus de la justice réparatrice, en leur donnant le pouvoir de décider, de faire reconnaître les conséquences, de décider quelle réparation elles veulent, aide à reconstruire l'autonomie chez la personne. Donc, elle l'aide à faire
réémerger une orientation autonome. L'offenseur a fait un acte qui sape ses propres besoins fondamentaux, parfois liés à ses sapages précédents. La justice réparatrice propose un moyen d'engager ses compétences, son autonomie pour réparer l'offense. En cela, c'est comme une amorce et une expérience d'orientation autonome à travers le processus puis la réparation. RWASDO, donc Right Wing Autoritarism et Social Dominance Orientation, donc autoritarisme de droite et orientation à la dominance sociale. Donc les profils, les hauts scores sur ça, généralement malheureusement sont de droite et d'extrême droite, et ont des comportements extrêmement violents envers d'autres classes de population, d'autres minorités de population et ainsi de suite. Bonjour à toi Crack, bienvenue, merci énormément pour le follow, j'espère que tu t'en tireras bien parmi nous, on est en train de faire de la lecture de sciences humaines et sociales. Est-ce que la justice réparatrice a un effet sur les autoritaristes de droite et l'orientation à la dominance sociale ? La conception est fondamentalement anti-autoritaire, étant donné qu'elle déconstruit la hiérarchie habituelle de la justice. Les experts ont un rôle de soutien et non plus décisionnaire. Ils s'effacent pendant le processus. Les émotions, le psychologique, y est perçu comme très important. Les processus reposant sur de fortes compétences socio-émotionnelles. Plus encore, elle s'attaque à résoudre le problème d'une façon non orientée à la dominance sociale, non autoritariste de droite, pacifique, dans l'entraide. Les dérives problématiques arrivent toujours quand l'orientation à la dominance sociale pointe son nez, qu'une personne cherche à dominer le processus. Cela pourrait être un modèle exercé pour apprendre et ou ouvrir les profils d'autoritaristes de droite et d'orientation à la dominance sociale à l'autonomie, à la non-domination ou à la soumission, y compris hors du terrain de la justice pure, par exemple dans des conflits à l'école, au travail, etc. Le processus lui-même transmet un mode autonome aux parties, notamment via la facilitation qui guide, partant d'un conflit qui a affecté une ou des personnes, et qui montre comment revenir à un état où il n'y a plus ces affections. Un nouveau départ davantage résolu, notamment des initiatives autonomes réparatrices, décidées collectivement. Cela pourrait presque devenir un outil servant à l'orientation autonome, notamment lorsqu'elle est face à des situations conflictuelles, qu'elles en soient victimes ou auteurs. Conceptuellement donc, et vu au travers de la théorie de l'autodétermination, la justice restauratrice apparaît presque comme le chaînon manquant des difficultés de la SDT. Alors la SDT, à chaque fois j'oublie l'acronyme. Merde. Attendez, faut que je retrouve l'acronyme. Hop. Théorie de l'autodétermination, oui, mais c'est pas ce qui m'intéresse, je l'avais en anglais. En anglais, c'est quoi? En anglais, c'est quoi? Vous savez quoi? Je vais le faire passer, pas en FR, mais en... Hop, évidemment. Admettons. Self-Determination Theory, ouais. Probablement. 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 Très bonne idée. Très bonne idée. Là, je l'ai mis pas du tout dans la bonne langue. Oups. Ici. Self-Determination Theory, c'est ça, exactement. Merci. Merci, merci. J'avais plus l'acronyme en anglais. Donc, tout simplement, la théorie de l'autodétermination, quoi. Donc, tout le sujet du bouquin en même temps. Mais à chaque fois, j'oublie l'acronyme, c'est un enfer. C'est un enfer. Mais merci beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je disais, la théorie de l'autodétermination, notamment face au profil contrôlé, qu'il soit momentanément dans le rôle de la victime comme de l'offenseur, ou les deux à la fois. Il s'agirait donc de réparer, être réparé, et pour réparer, elle nous propose différentes façons de le faire, via les conférences, les cercles, les médiations, que ce soit avec l'institution ou pour s'y substituer. C'est un outil des abolitionnistes, concernant des problèmes pénaux ou même scolaires. Mais dans les faits, comment ça marche vraiment ? On va voir à présent une étude sur la justice restauratrice, menée par la police en Angleterre. Nous avons choisi spécifiquement celle-ci parce qu'elle implique la police et renvoie directement à nos interrogations vues dans la partie confrontation. Si la justice réparatrice semble la solution dans certaines situations pour les offenseurs et les victimes, comment ça peut fonctionner? Quels effets cela peut avoir sur une culture policière possiblement contrôlée, avec toutes les dérives que nous avons vues, racisme, discrimination, violence, domination, corruption, etc. On en est où au niveau de la VOD? La VOD on l'a fait à 21 et il est 13h15. Je pense qu'on va pousser encore un petit peu. J'ai du caca sur mes lunettes par contre. Et c'est un peu gênant. C'est un peu gênant. Hop. Bon ça va en tout cas pour l'instant, ça vous intéresse ce qu'on lit?
Ça vous plaît bien? Pas trop perdu? Hop, merci. Après, la police anglaise qui n'a pas d'armes, c'est pas la même culture. Ouais, clairement. Bah, je pense que c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles ils l'ont fait. Peut-être moins d'abus, possible. Hop là. Je vais me resservir à boire. Et je continue. Voilà, parfait. Construction. La police et l'avertissement réparateur de la vallée de la Tamise. Une étude. De l'année 1999 à 2001, Caroline Hoyle, Richard Young et Roderick Hill, chercheurs en criminologie, ont étudié la justice restauratrice menée par la police dans la vallée de la Tamise, notamment les processus d'avertissement réparateur et la conférence réparatrice. Les expériences restauratrices menées par la police de la vallée de la Tamise avaient déjà commencé dans les années 90 et son utilisation est à présent régie par le ministère de l'Intérieur. L'étude avait pour but de collecter le maximum d'informations sur les changements d'attitude, de comportement et des relations advenant suite aux démarches réparatrices, ainsi que de repérer les facteurs à l'origine des changements chez les participants, victimes, offenseurs, accompagnateurs. Il s'agissait d'une recherche-action, c'est-à-dire qu'elle consistait aussi à agir directement pour améliorer le processus. Il y a eu plusieurs phases. Durant la phase 1, les chercheurs se sont entretenus avec des facilitateurs et coordinateurs de la justice restauratrice dans la police, puis ont sélectionné 3 zones à étudier plus précisément. En phase 2, ils ont observé les animateurs au travail, étudié les processus et systèmes d'administration dans l'environnement, mené des entretiens avec les personnes assistant aux avertissements et conférences. En phase 3 et 4, ils ont recueilli des données qualitatives et quantitatives grâce aux observations, aux entretiens. Ils ont également interrogé des victimes non participantes qui étaient concernées par les infractions mais n'ont pas participé aux séances. Entre les phases, des recommandations ont été faites pour que les policiers améliorent les processus de justice restauratrice. Il y a donc un avant et un après. En 1999, les chercheurs se sont penchés sur 7 avertissements, 16 conférences, impliquant un total de 27 offenseurs d'environ 16 ans en moyenne. En 2000, ils ont étudié 35 avertissements, 19 conférences impliquant au total 72 offenseurs d'une moyenne d'âge de 17 ans. On a loupé 13-12. Ouais, triste. Déception, hein, voilà, déception. Mais après, poulet, hein, vous savez, on peut quand même poulet, hein. En plus, on est en train de parler de police, là. C'est le moment. T'es où, poulet? Poulet. Voilà. Presque 13-12. Simili 13-12. L'avertissement. L'avertissement non réparateur correspond approximativement au rappel à la loi en France. À la place d'une poursuite judiciaire, le délinquant se voyait rappeler la loi, devait dédommager la victime, l'affaire n'était pas inscrite dans son dossier. C'était généralement la procédure pour des primo-délinquants. Selon une étude de Lee, en 98, l'avertissement à l'ancienne était parfois utilisé par des policiers pour humilier et stigmatiser les jeunes, et ils ont déclaré qu'il n'y avait aucune information préalable, aucune supervision de cette pratique. Puis l'avertissement réparateur a été mis en place. Le policier facilitateur doit inviter toutes les personnes concernées par l'infraction. Si la victime est présente, il s'agit alors d'une conférence réparatrice. Un script est alors suivi, inspiré des pratiques réparatrices de l'Australie, le modèle Wagga Wagga. Okay. Le principe de cette méthode est que lorsque le délinquant a honte de son acte, mais qu'il continue à être respecté en tant que personne, alors la criminalité est mieux contrôlée. John Braithwaite, criminologue, explique que cette honte est réintégrative lorsque, plutôt que de faire appel aux tribunaux et à la police, les délinquants sont exposés aux opinions émotionnelles des personnes qui leur sont le plus chères, comme les parents, la conjointe, les amis. L'avertissement réparateur a été mis en place également parce qu'il y avait une conviction croissante que les victimes devraient se voir offrir un plus grand rôle dans le processus de justice pénale. Elles devaient avoir la possibilité d'exprimer leur point de vue sur l'événement, de voir leur inquiétude et leurs craintes prises en compte, d'être informées, indemnisées, d'être consultées sur les décisions qui pourraient les affecter. Le fait d'inviter les victimes à prendre des décisions en matière de réparation pourrait permettre d'atteindre tous ces objectifs, et en outre d'augmenter la probabilité que les délinquants en viennent à ressentir de la honte pour ce qu'ils ont fait. Un processus de justice restauratrice exemplaire. Voici l'exemple d'une conférence où, selon les chercheurs, les processus réparateurs ont été parfaitement menés en matière d'organisation et de facilitation. 3 jeunes ont été impliqués dans le cambriolage d'une maison. L'un d'entre eux, Chaz, avait participé à récupérer les marchandises alors que les 2 autres fouillaient et extirpaient les objets. Il a accepté la conférence afin d'éviter les poursuites judiciaires. Sur les 4 habitants de la maison, 2 d'entre eux, Dave et Eddie, ont accepté de participer à la conférence. Dave voulait y assister parce qu'il avait du mal à comprendre pourquoi quelqu'un de si jeune est venu cambrioler.
pourquoi il avait ciblé leur maison. Eddie était simplement curieux de connaître ce nouveau processus. Chaz a décidé d'être accompagné de son père, et la séance s'est déroulée dans une pièce du commissariat local, en cercle, avec un policier formé et très expérimenté à la justice restauratrice, ainsi qu'un membre de l'équipe de recherche et des parties prenantes. Cela a duré 25 minutes. Le policier a d'abord commencé par ce que recommandait le script, c'est-à-dire une déclaration attentive, en précisant bien qu'il ne s'agissait pas de juger la personne, mais de parler de son comportement qui a affecté les personnes, précisant que son rôle était de faciliter et non de conduire la discussion. Si je fais le tour et que je présente tout le monde, vous saurez tous qui est ici et pourquoi vous êtes là. Dave et Eddie sont deux des personnes qui vivent dans la maison qui a été cambriolée. Monsieur Sanders est ici pour soutenir Chaz. Chaz était manifestement l'un des offenseurs qui était impliqué ce jour-là. Ok ? Il est évidemment important de souligner que tout le monde ici est dans la pièce parce qu'ils ont choisi librement d'être ici. Tout le monde a eu le choix de participer ou non à cette réunion. Et donc il est important de vous remercier, parce que c'est un acte volontaire et nous apprécions vraiment le fait que vous vous soyez tous portés volontaires pour venir et participer à cette réunion. Ce que nous allons faire, c'est nous pencher sur le délit du cambriolage qui a eu lieu le mois dernier. Nous allons en discuter et je vais poser un certain nombre de questions à différentes personnes. Vous aurez donc l'occasion de parler tout au long de la réunion et nous allons examiner certaines choses puis terminer. Si vous avez le temps de rester pour une tasse de thé, vous serez les bienvenus. Ok ? S'adressant maintenant à Chaz. Nous ne sommes pas ici pour nous concentrer sur vous en tant qu'individu. Aucun d'entre nous ici dans la salle ce soir ne va décider si vous êtes une bonne ou une mauvaise personne. Nous allons nous concentrer sur un type de comportement que vous avez choisi de faire ce jour-là et sur la façon dont cela a affecté d'autres personnes. Nous allons donc vous séparer de ce que vous avez choisi de faire. Ok. J'espère que je vais parler le moins possible parce que c'est l'occasion. Bonjour, j'espère que ça va bien. Tu arrives en plein justice réparatrice. Fin de justice réparatrice, on est sur du coup un témoignage de justice réparatrice justement en Angleterre. Voilà. Plus précisément, nous sommes sur un après-cambriolage. J'espère que tu vas bien, que ta journée s'est bien passée, que ça n'a pas été trop le bordel, que tout n'a pas explosé à la SNCF. Je continue la lecture. J'en étais à ok, j'espère que je vais parler le moins possible, parce que c'est l'occasion pour vous de discuter de ce qui s'est passé, et d'arriver à une sorte de conclusion pour tout le monde. Alors, Chaz, je vais d'abord te demander si tu peux me raconter ce qui s'est passé le jour du cambriolage. Chaz a expliqué l'incident sur un ton discret. Nous étions deux à nous balader, nous n'avions rien à faire et nous nous sommes rencontrés. Nous avons rencontré une autre personne. Ils m'ont demandé si je voulais faire un cambriolage et j'ai répondu que non. Mais quand ils sont allés le faire, j'étais toujours avec eux. Ils étaient au-dessus du jardin. J'attendais au coin de la rue. J'ai sauté par-dessus la clôture et j'ai attrapé la boîte avec des objets dedans, puis je suis parti et j'ai été arrêté par la police. Le facilitateur a ensuite posé une série de questions afin de découvrir les pensées et les sentiments de Chaz, tant au moment du délit que par la suite. Facilitateur, à quoi avez-vous pensé depuis que cela s'est produit? Chaz, que ce n'était pas la bonne chose à faire. 2 secondes de pause. Les autres personnes que nous avions brisées doivent être en colère. Le facilitateur, après 3 secondes de pause. Ok. Qu'avez-vous ressenti depuis que c'est arrivé? Chaz, de la merde. La réponse nette, précise, c'est bien. Facilitateur, après 5 secondes de pause. Ok. Qui pensez-vous a été affecté parce que vous avez choisi de faire ce jour-là? Chaz, après 2 secondes de pause. Les gens qui possèdent la maison. Le facilitateur, après 2 secondes de pause. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont pu être affectées selon vous? Chaz, 3 secondes de pause. Les 2 autres garçons avec qui il était. Facilitateur, après 3 secondes de pause. Ok, merci. Le facilitateur a ensuite posé des questions à chacune des victimes, en lui demandant de parler de leurs pensées, de leurs sentiments au moment de l'infraction, et par la suite. Les 2 victimes ont exprimé leur surprise de voir leur maison cambriolée alors qu'elles l'avaient laissée inoccupée pendant seulement 20 minutes. Elles ont toutes 2 estimé que cela aurait été pire si la maison avait été saccagée, mais en l'occurrence, la principale pensée qui leur est venue à l'esprit à ce moment-là était de vouloir récupérer leur propriété. Le facilitateur leur a alors demandé comment les choses s'étaient passées depuis le cambriolage. Les ados et leur facilité de parole. Ah bah oui. Certes.
Eddie a répondu. Tout est vérifié. Nous vérifions les portes avant d'aller nous coucher le soir, même si nous sommes 4 dans la maison. Tout est fermé à clé. La dernière personne qui quitte la maison vérifie tout pour s'assurer que tout est bien sécurisé. Je veux dire que nous ne savons pas comment ils sont entrés dans la propriété, il n'y a aucune preuve. Il n'y avait aucune preuve d'entrée forcée, mais ça a juste changé nos habitudes maintenant. Alors qu'avant, quand nous devions regarder rapidement autour de nous, fermer la porte d'entrée, parce qu'il faut avoir une clé pour la déverrouiller pour entrer par la porte d'entrée, nous vérifions maintenant l'étage, le rez-de-chaussée, nous verrouillons toutes les portes. Ça a aussi changé la façon dont nous regardons nos affaires. Vous savez, parce que c'est tellement facile pour quelqu'un d'entrer et de les prendre, nous ne voulons pas que cela se reproduise. C'est ma première expérience de cambriolage et c'est la dernière que je veux. Le facilitateur a demandé aux victimes d'expliquer comment le cambriolage avait affecté les autres habitants de la maison. Puis il a ensuite demandé à l'accompagnateur de Chaz de décrire ses pensées et ses sentiments en apprenant l'arrestation du délinquant et ce qu'il en a pensé par la suite. Son premier commentaire était « Je suis choqué, je suppose. Ce n'est pas le genre de choses que j'aurais attendu de lui. » L'accompagnateur a ensuite été invité à dire comment cela avait affecté les autres membres de la famille. Il en a parlé un peu avant de s'adresser directement aux victimes. 3 secondes de pause. J'espère juste que ça n'arrivera plus jamais, pour être honnête. Je suis désolé pour votre... Eddie, ça aurait pu arriver. Dave, ça aurait pu arriver à n'importe qui. Eddie, ça aurait pu arriver à n'importe qui, mais il se trouve que c'est nous. Mais ça aurait pu être n'importe qui, vous savez. C'était le premier échange direct entre les participants au cours du processus, et l'empathie manifestée par les victimes à l'égard de l'accompagnateur de l'agresseur était frappante, selon les chercheurs. Le facilitateur s'est ensuite tourné vers Chaz, a résumé ce qu'il avait dit au départ, et lui a demandé s'il y avait quelque chose qu'il aimerait ajouter. Cela a donné lieu aux échanges suivants. Je vais dire que je suis désolé. C'est ok. Que feriez-vous si vous étiez à nouveau dans la même situation? Je n'entrerai pas, j'essayerai de m'en aller. Ouais, je veux dire que vous avez eu cette chance, vous dites. Que lorsqu'ils ont parlé de faire ce cambriolage, vous vous êtes dit que c'était mal. Mais ensuite, vous avez accepté. Pensez-vous que cette expérience, si cela se reproduirait, vous rendrait plus fort pour décider de ce qui est bien ou mal? Oui. Après une pause de 5 secondes, le facilitateur a dit « Ok, nous devons juste nous diriger maintenant vers la fin. Nous avons examiné ce qui a été touché. L'une des autres choses que nous devons faire maintenant, avant de terminer, c'est de voir ce qui pourrait être fait pour réparer certains des torts qui ont été causés aux personnes touchées. » Eddie a répondu qu'il espérait simplement que Chaz avait appris la leçon, ajoutant « Nous sommes simplement heureux d'être ici pour que cela puisse se faire. Je veux dire que je connais les moments, l'époque où j'étais jeune, où je me mettais dans les ennuis. Mais on apprend de ses erreurs, et j'espère qu'il a appris de cette expérience. Et je pense que le simple fait d'être ici, de devoir vivre cela, d'être arrêté et tout, je pense qu'il a assez souffert, vous savez, car pour ce qu'il a fait, je pense qu'il a assez souffert. » Dave a fait un signe de tête pour exprimer son accord avec ses sentiments. Le facilitateur a ensuite demandé à M. Sanders s'il y avait quelque chose qu'il souhaitait voir ressortir de la conférence. Et il a répondu « J'espère simplement que Chaz a appris cette leçon, pour être honnête. La conférence, je suppose que Chaz doit la comprendre. Ça doit être bouleversant, qu'il n'en apprendrait rien. Léger rire. Dans la conférence, donc la conférence aide, je suppose. Je serai toujours là pour lui s'il a besoin de mon aide. » Le facilitateur a ensuite demandé à Chaz ce qu'il pensait qu'on pouvait faire pour réparer le mal. Chaz a répondu d'une voix très calme après une pause de 4 secondes. « Je peux pas faire grand chose. » 7 secondes de pause, je ne sais pas. Le facilitateur a alors reconnu que Chaz avait fait des excuses plus tôt dans le processus et a demandé aux victimes si cela leur suffisait. Ils ont tous deux répondu que oui, et ont souligné, à nouveau, qu'ils voulaient juste que Chaz apprenne la leçon, ne recommence pas. Sentiment partagé également par M. Sanders. Le facilitateur a demandé à Chaz ce qu'il en pensait, et s'il lui serait facile d'agir différemment s'il se trouvait dans une situation similaire à l'avenir. Et Chaz a répondu « C'est encore un peu dur, à cause de la pression exercée par vos amis qui vous disent de le faire, mais je pense qu'il serait plus facile de dire non que de devoir le faire. » L'animateur a ensuite vérifié une nouvelle fois que les victimes se contenteraient d'excuses orales et a conclu la conférence en disant « Je pense qu'il est important de vous remercier tous d'être venus. J'espère que cela vous a donné l'occasion de dire quelques-unes des choses que vous vouliez dire. Et c'est juste l'occasion de mettre un terme à l'incident pour que la journée d'aujourd'hui puisse être une sorte de point de départ. Tout le monde peut aller de l'avant, parce que nous avons réglé la question officiellement. Nous avons mis fin à l'accident, en ce qui nous concerne. Mais y a-t-il autre chose que quelqu'un souhaite dire avant que nous passions à la paperasserie? Personne n'a eu rien à ajouter. Le facilitateur a ensuite demandé à Chaz de signer un formulaire pour dire qu'il acceptait son avertissement, et a offert des boissons à tout le monde. Chaz a signé le formulaire mais a refusé les boissons, et lui et M. Sanders sont partis à ce moment-là. Les victimes ont choisi de rester et de discuter avec le facilitateur de l'initiative de l'avertissement réparateur. Dans une interview réalisée peu après la fin du processus, Chaz a résumé comme suit son sentiment quant à l'objectif de la réunion.
Lorsque vous êtes confronté aux gens, cela vous fait réfléchir avant d'agir. Les principaux échanges de l'entretien avec lui sont reproduits ci-dessous. Tu as dit que c'était en Angleterre parce que je trouve les réactions très américaines. Ouais, en Angleterre. Après, faut pas oublier que les États-Unis, enfin l'Amérique, globalement, c'est des colonies anglaises à la base. Donc c'est pas forcément étonnant de retrouver des comment dire, des éléments sociaux proches. C'est pas forcément étonnant. Pareil, il faut pas oublier de prendre en compte un autre truc. Là, on n'est pas n'importe où. On est à Londres. On est donc dans une grosse ville, ce qu'on peut appeler une mégalopole, qui quand même a des échanges constants avec tout un tas d'autres sociétés et potentiellement notamment les sociétés américaines. Donc c'est peut-être ça aussi qui joue. On a quand même une société qui va être un peu différente de ce que tu trouverais si tu vas sur un village, on va dire anglais, qui serait même à 1h30, 2 heures de route. Vous voyez, on serait déjà sur des éléments un peu différents. Donc là, moi, ça m'étonne pas forcément de voir ça. Ça m'étonne pas trop. Les cultures actuelles avec Internet, c'est assez proche. Alors, je sais pas si je dirais que c'est assez proche. Par contre, il peut y avoir des mélanges. Plutôt que proche, je dirais qu'il y a des mélanges. Ça serait plutôt ça. Parce qu'il y a beaucoup de sous-groupes et de cultures qui coexistent côte à côte. Qui s'empruntent certaines choses, mais qui s'empruntent pas tout un tas d'autres choses et qui restent très spécifiques sur beaucoup d'éléments. Donc j'aurais pas tendance à dire qu'ils sont assez proches, à moins que tu veuilles dire proches dans le sens accessibilité par rapport les unes aux autres. Ça oui, effectivement, en termes de, on va dire, géographiquement proche, du fait qu'Internet est quand même effectivement sans frontières. Mais par contre, en termes de proximité dans le sens un peu semblable, non, je dirais pas ça. Par contre, il y a effectivement beaucoup d'échanges, beaucoup de mélanges, et c'est peut-être ça aussi qui joue. Beaucoup d'emprunts, voilà, au niveau de la langue que du comportement. Ouais, probablement. Donc, je reprends. Intervieweur, comment vous êtes-vous senti lorsque vous avez écouté d'autres personnes dire comment l'infraction les a fait affecter? Tout allait bien. Je me sentais un peu, je ne sais pas, un peu honteux, plus honteux de moi-même. Les réunions vous a-t-elle fait honte de ce que vous aviez fait? Oui, en effet. Dans quel sens? Quand il disait qu'il devait vérifier les portes tout le temps. Est-ce que la rencontre vous avait fait vous sentir comme une mauvaise personne ou non? Pas vraiment comme une mauvaise personne, mais honteux. De façon générale, pensez-vous que c'était une bonne ou une mauvaise idée d'avoir cette réunion? Un peu 50-50. Qu'est-ce qui vous fait penser que c'était une bonne idée? Et qu'est-ce qui faisait que c'était une mauvaise idée? C'était en partie une bonne idée parce que, au lieu d'aller au tribunal ou être chargé, j'avais juste à aller à la réunion. La chose mauvaise, c'était que c'était dur d'être dedans. Plutôt difficile d'y entrer. Ça aurait été mieux de se faire contester par un policier ou quelqu'un d'autre. Ils ont ensuite demandé aux victimes ce qu'elles avaient ressenti durant les propos de Chaz. Et Dave a dit « On pouvait vraiment le sentir dans la pièce et à travers sa voix, il était profondément désolé de ce qu'il avait fait et il le regrettait. » Eddie a dit « Je ne sais pas. Ça a dû être très difficile pour lui. Je pense que c'est assez facile de dire « Oh mon Dieu, vous savez, je déteste absolument ces gens qui ont, vous savez, pris des choses chez vous. Mais quand vous voyez la vérité face à face, alors vous réalisez surtout que vous réalisez à quel point il est jeune. Vous ne pouvez pas être si en colère. » Un an plus tard, Eddie leur a communiqué un dernier message. J'espère juste, mais je crois aussi que c'est la voie à suivre. Faire en sorte que les délinquants voient les victimes en face à face, parlent du crime, peut leur inculquer un certain sentiment de culpabilité, les faire réfléchir avant de faire quoi que ce soit à l'avenir. Un jour, ils pourraient être la victime. L'interview de Chaz indique bien que le but est rempli, mais oui, c'est tout l'intérêt du truc. C'est tout l'intérêt du truc, c'est est-ce que tu as conscience de ce que tu as fait? Oui. Oui. Pourquoi c'est pas bien? Bah parce que j'ai pas pu esquiver ce que j'ai fait. Donc ouais, non, là, clairement, oui, ça marche. C'était efficace. Cette fois-ci, c'était efficace, à minima. La facilitation a été parfaitement réussie selon les chercheurs, parce que les éléments importants du script ont été respectés. Le cadre a été posé, notamment sur la question du jugement. Le facilitateur s'est efforcé de s'effacer afin de créer le dialogue, a permis à ce que chacun s'exprime, a bien vérifié que la réparation était conforme à la volonté des parties, que personne ne se sentirait lésé. L'effet escompté a été obtenu. L'offenseur a pris conscience de ses actes, de ses conséquences, et s'il s'en est senti coupable, mais pas d'une manière exagérée. Par exemple, il est exagéré de se sentir rejeté ou humilié. Il y a eu une empathie mutuelle, des victimes à l'offenseur, de l'offenseur à la victime. Le père de Chaz a tout autant soutenu son fils que les victimes, en s'accordant sur leur réparation, en s'accordant sur le fait que l'acte, et non son fils, était problématique.
Le fait que Chaz ait trouvé en partie très désagréable le face-à-face avec les victimes, dans son dernier message où il dit qu'il aurait préféré être pris en charge juste avec un policier, est aussi un phénomène qui montre que la démarche a réussi. C'est parce qu'il a pu prendre pleinement conscience de ses actes problématiques que le regard des autres lui a été pénible. Tant que les offenseurs ne voient pas ou n'entendent pas les victimes, ils peuvent encore dénier avoir fait quelque chose de mal. Mais le face-à-face est généralement tellement plus réaliste que le déni est rendu impossible. Dès lors, la culpabilité peut naître. D'où l'importance du cadre de facilitation qui fait en sorte que cette honte ou culpabilité ne soit pas non plus extrême et ne concerne que l'acte, par exemple. C'était un exemple de facilitation idéale, où tout s'est parfaitement déroulé selon les principes de la justice restauratrice avec une bonne organisation. Cependant, dans la première partie de la recherche, avant les recommandations des chercheurs pour améliorer le processus, les chercheurs ont constaté que les conférences et avertissements étaient loin d'être aussi bien menées. Et on ira sur une mauvaise mise en œuvre au préalable. Mais on va s'arrêter là-dessus parce que ça fait déjà plus d'1 heure pour la VOD. Donc petite fougère de YouTube, c'était bien, mais on s'arrête là. J'espère que tu as apprécié cette VOD. On a bien avancé, on est page 505, sachant qu'au début de la journée on était page 491, donc on a fait bien plus de 10 pages. C'est cool, c'est très cool. Des bisous, à très bientôt pour la suite. Ciao ciao ciao.